saviez que Windows avait un super pouvoir caché? Et non, je parle pas de Ctrl Alt Sup, je te parle de PowerToy. Je te montre ça vite fait, accroche-toi, c'est parti. On commence avec le premier outil qui est le collage avancé. Donc c'est très utile si vous voulez copier du texte dans différents formats sans avoir besoin d'ouvrir d'autres applications. Par exemple, c'est très utile pour les développeurs, mais par exemple pour les gens lambda, il n'y a pas d'utilité. Si maintenant je fais Windows Shift V, là je peux sélectionner quelque chose dans le presse-papier et je peux le coller en texte brut, en Markdown, en JSON ou en fichier texte. Donc ça, c'est vraiment utile si vous faites, vous êtes développeur comme dit ou pour certaines fonctionnalités. Sinon, moi de base, j'utilise le Windows V pour juste gérer le presse-papier. Après, si vous voulez l'utiliser, faites des tests, mais je pense pas que 90% des gens en auront besoin. Ensuite, Awake, donc ça permet de maintenir son PC éveillé sans avoir à modifier les paramètres d'alimentation de Windows. Donc c'est très pratique pour les téléchargements, les présentations, les tâches en arrière-plan, par exemple si vous exportez une vidéo ou quelque chose comme ça. C'est très utile aussi sur les PC portables qui se mettent plus facilement en veille, par contre ça consomme beaucoup plus de batterie. Moi qui suis sur un PC fixe, je gère ça depuis les paramètres d'alimentation. Donc si je l'active, vous verrez une petite icône en forme de tasse ici, vous faites un clic droit, vous avez des pré-réglages, et là vous utilisez le mode de gestion de l'alimentation. Donc Color Picker, ça permet de sélectionner une couleur qui est affichée à l'écran et de copier son code hexadécimal, RGB ou HSL, ou bien il y a plein d'autres formats qu'on verra par la suite. Donc c'est utile si vous êtes designer, graphiste ou développeur web et que vous avez besoin de connaître certaines couleurs par exemple. C'est facile et très rapide à utiliser, on fait Windows Shift C et ici on peut voir qu'il va me mettre la couleur hexadécimale à côté de là où j'ai mon pointeur. Par exemple si je sélectionne le bleu, ici on va voir le bleu. Et on peut copier le fichier hex, RGB. Ici on peut choisir le comportement quand vous ouvrez le raccourci. Donc moi il me fait sélectionner une couleur directement. On sélectionne le format par défaut, donc moi je reste sur du hex. Ici il peut vous afficher le nom. Donc par exemple si je le désactive et CTRL C, on voit juste le hexadécimal. Si je le réactive, le raccourci, on peut voir gris foncé, et là il va me dire bleu, blanc, etc. Ici c'est tous les formats de couleurs qui sont disponibles que vous pouvez activer selon vos besoins et vous pouvez aussi en rajouter par vous-même. Après c'est pas très utile si vous servez de votre ordinateur lambda et que vous n'êtes pas graphiste, designer web ou créateur de site internet, ça vous pouvez le désactiver. Donc PowerToy, c'est un lanceur d'applications un peu comme Flow Launcher. Ce qu'il y a, c'est qu'il est juste un peu plus rapide et intégré à Windows nativement. Ça permet de chercher des fichiers, des dossiers, des applications ou sur le web. Ça, c'est à vous de le définir. Contrairement à Flow Launcher, il est moins personnalisable, il y a moins de plugins et moins de fonctionnalités. Il est juste un peu moins puissant que Flow Launcher. Donc ici, on peut l'activer. Si je fais Alt Space, vous allez voir la barre. Si je fais divers, il va me proposer mon dossier ou faire une recherche sur Internet. Si on descend plus bas, donc ça c'est des options de recherche de résultats, vous pouvez les affiner. Et plus bas, dans le plugin, ici on peut voir ce qu'on active. Par exemple, si on veut utiliser la calculette, si on clique sur la petite flèche, pour utiliser la calculette, il va falloir taper égal. Donc si je fais Alt Space, si je fais égal 15 plus 25, il me donnera 40. Automatiquement, ça vous évite d'ouvrir la calculatrice. Donc ici, vous avez beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez faire des recherches sur OneNote, sur des programmes, sur le plugin du registre, etc., etc. C'est à vous de voir ce que vous avez besoin. Moi, principalement, j'utilise que pour la calculatrice, mes dossiers et ce qui se trouve sur mon ordinateur. Pour les recherches, je préfère ouvrir mon navigateur. Au moment où j'étais en train de monter cette vidéo, je vois que PowerToy a ajouté un nouvel outil. Dans l'outil système, c'est la palette de commandes. En fait, ça vient remplacer PowerToy Run. Si je clique dessus, ici on peut voir qu'il a effectué une mise à jour vers V2. Il nous dit découvrez palette de commandes. Donc si je me rends ici et que j'active le raccourci, on a un lanceur d'applications ou de fichiers ou de tâches qui s'ouvre. L'avantage, c'est qu'il a l'air un peu mieux optimisé et on peut voir les raccourcis. Par exemple, si je veux faire une multiplication, on va mettre 12 fois 58, il nous donne directement le résultat. Sur la droite, il nous met les raccourcis et on a le setting. Ici, vous pouvez choisir les extensions sur lesquelles l'utiliser, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop détailler cet outil vu que je ne le connais pas encore, mais ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. La règle d'écran permet de mesurer les éléments à l'écran, donc en pixels. C'est utile pour les designers, les développeurs et toute personne qui ait besoin de mesures précises. Moi, je m'en sers pas spécialement parce que quand j'ai besoin de ça, j'utilise dans Photoshop généralement. Donc c'est vraiment utile à des cas spécifiques. Hein. Ça n'a pas de fonctionnalité avancée, donc c'est pas très utile. Si maintenant je veux l'activer, donc je vais faire Windows Maj, CTRL M, on voit que la petite barre s'est ouverte. Donc si on passe la souris, c'est les limites, on peut voir l'espacement horizontal, vertical. Donc, par exemple, si je sélectionne là, que j'ai besoin de mesurer ça, il va me donner le nombre de pixels. Voilà, c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas, ça va pas changer votre vie. Donc là, vous voyez que j'ai toujours mon curseur, je fais échappe pour sortir. Là, vous pouvez choisir pixels, pouces, centimètres comme vous avez besoin. Vous pouvez choisir la couleur, dessiner les pieds sur les croix, etc. Bon, moi, je m'en sers pas, donc je le désactive. Le shortcode guide, donc le guide des raccourcis. Donc ça, c'est une aide pour vous souvenir des raccourcis Windows. Si je fais Windows Shift
slash, il m'ouvre un écran et il me dira les raccourcis que je peux utiliser. Moi, perso, je m'en sers pas, je trouve pas ça très utile, mais bon, chacun voit l'utilité. Prochain outil, c'est l'extracteur de texte. Donc ça permet d'extraire du texte d'une photo, d'un site ou de tout autre support où vous ne pouvez pas copier le texte. Par exemple ici, si je voudrais copier extracteur de texte, on voit bien que je ne peux pas le sélectionner avec ma souris. Donc je fais Windows Shift T. Ici, il m'ouvre une petite fenêtre. Vous pouvez rajouter des langues si vous voulez. Je vous laisserai regarder la documentation. Je vais sélectionner extracteur de texte. Ça se ferme. Si maintenant j'ouvre mon presse-papier, on verra extracteur de texte. Là, on peut bien voir que l'extracteur de texte a été copié. Alors bon, c'est pas 100% précis pour tous les textes. Ça dépend aussi des polices utilisées, mais ça marche quand même très bien. Donc Zoomit, c'est un outil dont je ne me sers pas, mais il permet de faire des zooms dans l'écran, des annotations et de l'enregistrer. Donc ça peut être utile dans certains cas. Si je l'active par exemple si je fais un zoom, je fais CTRL 1, je vais zoomer dans l'image. Là je me déplace, on voit plus ma souris, mais je me déplace. Ça peut être utile si on fait des présentations de quelque chose. On voit que c'est pixelisé un peu. Vous pouvez choisir le zoom, si vous voulez avoir cet effet d'animation ou pas. Si par exemple je le refais, on voit que c'est directement zoomé. Avec l'animation, il y a un petit zoom dézoom. Choisir le niveau de zoom, par exemple maximum x4. Donc là, on voit bien que je suis beaucoup plus zoomé. Donc, vous avez beaucoup de choses et d'utilité si vous en avez besoin. Je pense que 90% des gens en auront besoin. Vous pouvez enregistrer votre écran. Si je fais un CTRL 5, on voit le petit cadre jaune qui s'est formé. Si je fais CTRL 5, il va me demander où je vais enregistrer ma vidéo. Moi, perso, je me sers de OBS ou de ShareX pour faire ça. On peut faire des captures. Par exemple, si je fais CTRL 6, on peut sélectionner une capture. C'est comme une capture d'image, si j'ouvre mon presse-papier, on verra la photo. Donc moi, perso, je l'utilise pas, j'ai jamais regardé pour l'utiliser, donc à vous de voir si vous en avez l'utilité ou pas. On passe à la catégorie fenêtrage et disposition, donc Always on Top, ça permet d'afficher une fenêtre au-dessus des autres. Par exemple, si vous utilisez un logiciel de montage, mais que vous avez besoin d'afficher un fichier texte où vous avez vos raccourcis clavier, etc., vous pouvez l'afficher. Je vais vous montrer, si j'ouvre l'explorateur, que je fais Windows CTRL T, il y a une petite barre. Vous voyez, j'ai beau cliquer dessus, elle restera toujours au-dessus de mon autre fenêtre, sauf si je la réduis, bien entendu. Ici, si on veut, ça nous permet de modifier l'opacité du contour et aussi l'épaisseur. Vous pouvez activer les coins arrondis ou non, ça c'est selon ce que vous avez besoin. Vous pouvez mettre un son et vous pouvez aussi choisir la couleur. Donc, vous pouvez changer de couleur si vous voulez que ce soit rouge, vert, vous mettez ce que vous voulez. Je trouve ça très utile si vous avez besoin qu'une fenêtre reste au premier plan sans devoir tout le temps la remettre. Bah là, elle restera toujours au premier plan. Petite fonctionnalité très sympa. Ensuite, on arrive sur l'outil rogner et verrouiller. Donc, c'est un outil qui peut être utile dans certains cas. Moi, je l'active pas par défaut, mais des fois, je peux m'en servir. En gros, vous avez deux raccourcis. Vous pouvez faire un rognage ou une miniature. Par exemple, si je fais une miniature, donc je vais activer Windows CTRL Maj T. Ici, je vais sélectionner. Donc là, on voit bien que la croix, elle apparaît sur une application. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans le bureau. Si je sélectionne cette partie-là, il va me la dupliquer dans une autre fenêtre. Si je décale la fenêtre de droite, on voit bien que ce que je fais sur ma fenêtre principale, c'est répercuté sur ma petite miniature. Donc si par exemple, j'ouvre l'outil système, etc., on voit bien que c'est la même chose. Le raccourci transparent, comme on s'est appelé, en fait, ça va rogner cette fenêtre. Je vais vous montrer. Donc je vais sélectionner la même partie qu'avant. Mais en gros, il n'y aura que la partie que j'ai sélectionnée qui sera visible. Voilà. En gros, si j'ai besoin que de cette partie, parce que je m'en sers uniquement, je sais pas moi, dans quel principe, en gros, j'ai que cette fenêtre. Si je veux retrouver ma fenêtre entière, je ferme ça et je reviens sur ma fenêtre en grand. Donc ça peut être utile si vous avez besoin d'avoir une application plein écran et juste de garder un menu sur la droite. Ça vous permet de dupliquer votre fenêtre et d'avoir deux fenêtres distinctes. Voilà, je vous donne un exemple. Après, c'est à vous de trouver l'utilité. On va parler de Fancy Zone, sûrement l'outil que j'utilise le plus sur PowerToy, ce qui permet de créer vraiment des zones pour nos fenêtres et les ancrer où on a envie et comme on a envie. De base, Windows possède déjà un ancrage, mais il est vraiment limité. Si je fais un clic droit ici, on peut voir les dispositions basiques de Windows. Ou je peux très bien prendre ma fenêtre, la glisser vers le haut et on aura les mêmes dispositions. Donc ça limite vraiment le choix, surtout si on a des très grands écrans comme moi. J'avais un 49 pouces, maintenant j'ai un 34 pouces. Donc j'ai beaucoup utilisé cette fonctionnalité, maintenant ça fait 7-8 ans que je l'utilise. De base, dans les paramètres, donc vous pouvez l'activer. Voilà, ça c'est les options de base de Fancy Zone. Vous avez pas mal d'options que vous pouvez régler. Vous pouvez modifier l'ancrage de Windows par défaut. Moi je le fais. Par exemple, pour pouvoir changer d'une fenêtre à l'autre sans avoir besoin d'utiliser la souris, je peux le faire avec le clavier. Je vais ouvrir l'éditeur de zone avec Windows, Maj et pourcentage.
Et ici, c'est les dispositions qui sont déjà créées. On va en créer une, donc je clique sur créer une disposition, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler test. On va créer une grille et après je vous montrerai ce que c'est le canevas. Je fais créer. Ici, par défaut, vous pouvez voir qu'il a déjà 3 zones avec des séparations. Si je veux fusionner toutes ces zones pour en créer une à partir de rien, je me mets dans un des espaces, je clique et je maintiens ma souris, je me déplace, je relâche et je fais fusionner les zones. Supposons que je veux séparer cette zone-là à peu près ici. Donc ici, je peux encore déplacer de gauche à droite mon curseur. Et si vous voulez affiner vraiment les pixels, vous pouvez utiliser les touches gauche, droite, haut, bas. Par exemple, voilà, là, vous pouvez voir que je me déplace doucement de 1 pixel. Si je vais dans la partie de gauche, on va voir que je peux couper à l'horizontale. Et dans la partie de droite, non. Si je maintiens mage, je peux couper dans la partie de droite aussi à l'horizontale. Donc ici, vous avez de toute façon toutes les informations, comment ça fonctionne. Si je coupe sur la gauche à l'horizontale, pareil, je peux déplacer exactement où je veux. Je vais faire enregistrer. Et ici, je vais vous montrer, je vais cliquer sur test et le petit crayon pour le modifier. Donc première chose qu'on peut faire, on peut renommer, on peut lui accorder un raccourci. Donc le raccourci est de base, mais on peut lui dire c'est 0, 1, 2, 3. Le raccourci, c'est Windows, CTRL plus Alt et le numéro que vous sélectionnez. Par exemple, je vais sélectionner 0. Ici, c'est pour modifier la disposition de nos zones. L'espace autour des zones, vous regardez, vous voyez que si je l'agrandis, l'espace il devient de plus en plus grand ou je peux le désactiver. Moi, perso, je le désactive, j'ai pas envie de perdre d'espace sur mon écran. Distance de mise en surbrillance, c'est quand vous voulez, par exemple, sur cette zone qui est séparée en deux, que la fenêtre aille sur les deux zones. En fait, vous allez sélectionner votre fenêtre, maintenir mage et vous rapprocher de cette zone. Si vous êtes proche, et quand vous allez relâcher, elle va se mettre sur les deux zones que vous avez sélectionnées. Donc ça permet d'augmenter la distance ou de la rétrécir. Je vais vous montrer, je vais faire enregistrer. Je vais sélectionner cette fenêtre. On peut voir que si je maintiens la touche mage, si je la relâche, elle va être dans cet espace. Ici, dans celle du bas. Si je me rapproche du milieu, hop, on peut voir qu'il a sélectionné deux zones. Si je relâche, il va se mettre dans les deux zones qui ont été sélectionnées. Si je vous montre le canevas, donc je retourne dans l'éditeur de zone, je vais créer une nouvelle disposition, je vais l'appeler canevas, je vais sélectionner canevas, je fais créer, et ici en fait on peut sélectionner une fenêtre qui sera flottante, si on veut toujours l'avoir au premier plan par exemple. Donc je vais la mettre ici, je vais faire enregistrer. Je vais la sélectionner, donc on peut sélectionner comme ça et fermer, ou bien on double-clique sur notre disposition. Si maintenant je prends la fenêtre et je fais mage, on peut voir mon canevas qui est ici. Donc ça permet, si vous voulez utiliser une fenêtre et toujours l'avoir au premier plan, de l'avoir là où vous souhaitez et la déplacer comme vous voulez. Je vous invite vraiment à regarder si cet outil est utile pour vous. Franchement, pour moi, c'est le meilleur outil de gestion de fenêtres pour Windows. Donc testez et faites-moi un retour en commentaire. L'espace de travail, ça permet de recharger des espaces de travail avec des applications et des positions de fenêtres capturées. Donc, on va l'activer. Je vais lancer l'éditeur d'espace de travail avec CTRL Windows pourcentage et on va créer un espace de travail. Par exemple, si moi j'utilise Brave, je le veux sur la moitié de ma fenêtre comme ça. Je veux PowerToy ici en bas. Maintenant, je voudrais sauvegarder cet espace de travail tel quel. On va encore ouvrir l'explorateur. Je vais le mettre ici. Voilà. Et PowerToy, on va le laisser en bas. Donc là, je cliquerai ici sur créer un espace de travail, je fais capturer et lui il m'a capturé et mes applications ouvertes. Ici on peut lui donner un nom, je vais l'appeler test. Maintenant je clique sur explorateur de fichiers, ici on peut le lancer en administrateur ou avoir une position de fenêtre personnalisée ou agrandie réduite, ça c'est à vous de voir. Et ici vous pouvez régler la position X, Y et la largeur haute. Nous on va laisser ça de base, je fais enregistrer l'espace de travail. Maintenant je ferme ça. Je ferme toutes les applications qui sont ouvertes et que je relance mon raccourci. Et ici, je vais cliquer sur lancer l'espace de travail. Il va me recharger les fenêtres. Alors, on a pu voir qu'il ne recharge pas exactement à la même disposition où ils étaient parce que l'explorateur de fichiers, il n'a pas d'ancrage défini. Ça, c'est un peu le problème avec l'explorateur Windows de base. Il faudrait utiliser un explorateur de fichiers autre, qui soit vraiment une application. Si je devais créer un deuxième espace de travail avec Firefox, par exemple, parce que j'ai besoin d'avoir deux navigateurs, mais celui-ci à droite et je mets Brave à gauche, je vais ici, je fais créer un espace de travail, je fais capturer. Ici, je fais Web, par exemple, je fais enregistrer l'espace de travail. Le seul inconvénient qu'il y a avec ces espaces de travail, c'est que si par exemple je relance test, et en fait il va me réouvrir les applications même si elles sont déjà ouvertes. Par exemple Brave qui était déjà ouvert, il me réouvre une nouvelle fenêtre de Brave. Si je clique sur Web, il va me réouvrir Brave et Firefox. Donc ça c'est un peu le problème, c'est que si vous voulez lancer des espaces de travail spécifiques, ce qu'il faut faire c'est vraiment fermer tout ce que vous avez déjà d'ouvert sur votre bureau et relancer l'espace de travail que vous voulez. Maintenant je voudrais relancer le Web, on voit que tout est fermé, je clique sur lancer et là j'ai mon Firefox et mon Brave. Si je voudrais lancer l'autre espace de travail, je referme ça et je clique sur mon
espace de travail test. Donc voilà, ça c'est un peu les nuances qu'il y a, mais c'est un très bon outil si vous avez besoin de basculer facilement de certains outils à d'autres. Donc on va voir Keyboard Manager, donc on va l'activer. Donc vous avez remappé une touche. Si par exemple vous avez une touche, je sais pas moi, M qui marche plus, vous voulez la remapper sur un numéro ou la flèche du haut, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire que ça fasse des touches. Si on sélectionne là, donc j'ai sélectionné la touche W, je fais OK, je peux la renvoyer vers la touche B par exemple. Voilà, je fais ajouter le mappage. Théoriquement, si maintenant je vais là, je fais OK, je vais continuer. Donc WAB, si j'ouvre un document texte et que je tape sur la touche W, ça va me faire un B. Si je tape sur B, ça me fera toujours un B. Ça peut être utile dans certains cas. Moi, je m'en sers pas. Et remapper un raccourci, par exemple, on va voir par rapport à l'espace de travail. Si je vais sélectionner un raccourci, je vais prendre, moi je veux ouvrir l'espace de travail avec CTRL et la flèche. Donc je vais faire OK et je veux que ça renvoie vers CTRL Windows pourcentage. Donc là, je fais OK. Maintenant, je vais utiliser ce raccourci pour ouvrir mon espace de travail. Ça me permet de l'ouvrir avec un autre raccourci que celui de base. Alors là, je vous ai montré un exemple bête, parce que je pourrais très bien aller ici dans l'espace de travail et modifier le raccourci directement ici. C'est juste pour vous expliquer. En soi, il n'y a pas forcément d'utilité, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc l'utilitaire de souris, c'est une collection d'utilitaires pour la souris, bien entendu, qui permet différentes choses. Il y a 4 options. On peut activer la localisation de la souris, donc je vais l'activer. Et ici, on a différentes méthodes d'activation. Appuyer 2 fois sur le contrôle gauche ou 2 fois sur le droit, raccourci personnalisé ou secouer la souris. On va laisser celui de base. Si j'appuie 2 fois sur contrôle, on voit qu'il y a un gros curseur. Voilà, ça me permet de savoir où est ma souris. Il y a différentes options, on peut l'activer uniquement lorsque la touche Windows est pressée, ne pas activer, etc. etc. Vous pouvez aussi modifier l'apparence et le comportement. Moi, perso, je m'en sers pas, donc je vais le désactiver. Ensuite, on a le surligneur de souris, donc si je l'active et que je fais Windows Shift H, donc là, on voit que rien s'est passé, mais si je clique, on voit un point jaune. Ça peut être utile, par exemple, dans certains tutos où il faut être précis et que les gens ne voient pas forcément bien la souris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ici, forcément, vous pouvez sélectionner des options de couleur, de taille, etc., etc. Alors le saut de souris, c'est le truc le plus inutile que vous trouverez dans PowerToy, selon moi. Si je l'active, que je fais Windows Shift T, il va m'ouvrir en fait mon écran comme s'il était en petit. Et ici, peu importe où je vais cliquer, ma souris va se retrouver. Si je veux que ma souris arrive dans le coin en haut à droite, je clique, elle sera en haut à droite. Si je refais et je veux qu'elle se retrouve ici, elle va se retrouver là. Alors, ça peut être très utile si vous avez vraiment des très grands écrans, mais avec l'accélération de la souris, franchement, vous passez de gauche à droite aussi vite que si vous appuyez sur votre raccourci. Donc moi, celui-ci, je le désactive, je le supprimerais même si je pouvais. Alors le réticule de pointeur de souris, je le trouve aussi inutile que l'autre. Je pense qu'il y en a qui peuvent en avoir l'utilité, mais bon, moi, j'ai pas trouvé. Je vais l'activer. Je vais vous montrer. En gros, ça fait ça. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Faudra m'expliquer si quelqu'un sait. Pour moi, c'est complètement inutile. Forcément, vous avez aussi des modifications d'apparence et de comportement si vous voulez. Je pense qu'on a fait le tour de cet utilitaire qui est, selon moi, pas le meilleur de PowerToy. Alors, vous pouvez utiliser souris sans frontières. Perso, je l'utiliserai pas parce que avec les claviers souris de chez Logitech, vous l'avez déjà intégré automatiquement via le logiciel Logi Optim Plus. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc en gros, là, vous pouvez gérer avec un seul clavier souris 4 ordinateurs. Il faut juste qu'ils soient sur le même réseau et il faut les connecter. Mais en soi, ça peut être utile si vous avez par exemple plusieurs machines et vous voulez utiliser le même clavier. Mais après, voilà, il y a pas mal de choses, je m'en suis jamais servi donc je peux pas vous expliquer. Donc autre fonctionnalité cool, c'est les accents rapides. Si vous vous souvenez pas des accents, parce que pour taper des accents, il faut maintenir la touche Alt et puis c'est des combinaisons de touches avec les chiffres Alt, 1000, 0, 101, etc., etc. Je les connais pas par cœur donc je vais pas vous dire ce que c'est, mais en gros ça permet d'utiliser des accents rapidement sans les connaître. Donc on va l'activer. Ici, clé d'activation, donc on peut choisir comment on active, je vais vous montrer. Donc on peut choisir flèche gauche-droite, espace ou gauche-droite et espace. Ça, c'est pour pas l'activer pendant que vous jouez. Ici, les jeux de caractères, c'est pour toutes les langues. On va mettre juste les français pour vous montrer. Donc je vais tout désélectionner et sélectionner juste français. Ça, c'est la position de la barre des accents. Donc elle va apparaître en haut au centre, mais vous pouvez choisir où vous voulez la voir. On va laisser par défaut. Ici, ça permet d'afficher les codes qui sont à taper, ce que je vous disais avant avec Alt. Donc si je l'active par exemple, que je tape E, espace, on voit que la barre s'est ouverte en haut. Et ici, il me donnera le code qu'il faut pour l'utiliser. Si je veux taper une lettre majuscule, donc je fais ça. Par exemple, pour ça, c'est U, l'inta capital. Là, on va choisir par exemple le E. Voilà, vous voyez qu'il m'a changé la lettre en E. Ici, on peut trier les caractères par fréquence d'utilisation. S'il y en a que vous utilisez plus que d'autres, ils apparaîtront en premier. Ici, c'est juste pour avoir la sélection qui commence à gauche et le délai. Et ici, on peut exclure des applications si vous voulez pas que cet accent rapide soit exécuté. Par exemple, si je fais un accent majuscule, voilà, vous avez ça. Vous pouvez les sélectionner, vous vous déplacez avec droite ou gauche selon ce que vous avez mis en haut pour la clé d'activation et il vous l'intégrera. Alors le délai, c'est combien de temps et vous pouvez maintenir la touche pour que ce soit fonctionnel.
Plus vous l'augmentez, plus ce sera facile. Si vous utilisez flèche gauche et droite, en fait, vous maintenez, par exemple, si je tape E et je tape directement sur la flèche de droite ou de gauche, il va m'ouvrir le menu. Là, il me le fera aussi si j'appuie sur E et directement espace, il me l'ouvrira. On peut sélectionner flèche droite, gauche, seulement espace ou tout. Par contre, si vous sélectionnez que espace et que j'ouvre une lettre, que j'appuie espace pour me déplacer d'une à l'autre, il faut que je rappuie plusieurs fois sur espace. Donc si vous en avez beaucoup, c'est plus chiant que droite-gauche. Mais après, moi je trouve que espace c'est plus facile aussi. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Pour moi, je le désactive souvent parce que ça peut poser des problèmes des fois avec d'autres applications et d'autres raccourcis. On arrive sur les outils de gestion de fichiers, donc on commence avec les extensions de l'explorateur de fichiers. Ça permet de voir les extensions que Windows nativement ne peut pas voir. Ici, vous avez juste à cocher ou décocher selon vos besoins. On peut aussi voir les miniatures en aperçu, donc vous pouvez aussi cocher, décocher. Donc ça, c'est à vous de voir si vous en avez l'utilité ou pas. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de fichiers qu'on n'a pas besoin de voir. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Locksmith, c'est un petit utilitaire tranquille comme Unlock. Ça vous permet de savoir si quelque chose, un processus Windows utilise un fichier ou un dossier pour le fermer. Par exemple, si je fais clic droit sur le dossier Rename, on peut voir Unlock ou déverrouiller. C'est juste que là, en fait, j'affiche le menu contextuel par défaut et étendu. Le problème, c'est que si je mets juste menu contextuel étendu uniquement, il faut à chaque fois que je veux le voir, il faut que j'appuie sur la touche Maj, clic droit, et là, on peut le voir. Donc moi, par défaut, je le laisse sur le menu contextuel par défaut et étendu, et ça m'arrive de l'utiliser si je vois qu'un fichier, j'arrive pas à le fermer ou à le modifier. Image Resizer, outil très pratique si vous avez besoin de redimensionner des images rapidement depuis votre explorateur de fichiers. Donc, on peut voir qu'il y a différentes tailles d'images. Ça, c'est des tailles d'images qui sont déjà créées de base. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Plus bas, vous avez plusieurs options d'encodage. Donc moi, je choisis généralement PNG, mais vous en avez d'autres. Vous pouvez choisir la qualité. Donc théoriquement, elle est sur 80%, mais je la mets à 100%. Vous avez l'entrelacement PNG et la compression TIFF. Et ici, c'est comment le fichier sera renommé. Je vais vous montrer ça. Je vais aller dans mes images. Si je souhaite redimensionner une image, je fais clic droit dessus, redimensionner avec Image Resizer. Ici, on a les différentes tailles par défaut. Alors, si j'utilise personnaliser depuis le clic droit et que je rentre des valeurs, elles ne seront pas sauvegardées. Il faudra à chaque fois que je les rentre. Je vais vous montrer. Si je clique donc par exemple sur moyenne, je veux la redimensionner en moyenne, je fais redimensionner. Il m'a créé une photo. Et entre parenthèses, on peut voir moyenne, c'est la redimension. Si je fais clic droit à redimensionner, vous avez aussi plusieurs options. Donc là, c'est rendre l'image plus petite et pas plus grande, ignorer l'orientation de l'image, fichier écrasé, supprimer les métadatas qui affectent pas le rendu. Si vous cochez ça, en gros, il va redimensionner la photo d'origine et vous la perdrez. Je vous conseille pas de le sélectionner. Je vais vous montrer. Si je fais sur la photo moyenne, je fais clic droit, redimensionner, que je coche fichier écrasé, que je la mets en petit, et que je fais redimensionner. Celle-ci, elle sera redimensionnée, mais elle aura été modifiée. Si on regarde les détails, elle sera beaucoup plus petite qu'avant. Je vais la supprimer. Je vais faire un clic droit, redimensionner, et ici, je vais juste décocher fichier écrasé. On va choisir téléphone, par exemple, et là, elle sera redimensionnée à la taille d'un téléphone. Alors, ça garde toujours les proportions, hein. Elle sera redimensionnée dans la taille, en pixels, mais elle ne sera pas recadrée. C'est pas pareil. Si je retourne dans mon menu ici et que je veux créer une nouvelle présélection, je fais ajouter une nouvelle taille, elle apparaît ici, je vais faire modifier. Par exemple, moi je veux faire du 1440p. Alors ici vous pouvez cliquer ajuster, remplir, étirer. Moi par défaut je laisse sur ajuster. Je vais mettre 2560 par 1440. Si je retourne dans mon explorateur et que je fais clic droit sur une photo redimensionnée avec Image Resizer, ici j'aurai la taille que j'ai créée, avec entre parenthèses le nom que je lui ai donné. Ici on peut voir qu'elle fait 2560 par 1440 parce que de base ça doit être une photo en Full HD, donc proportionnellement ça a gardé la même taille. Outil très utile pour les réseaux sociaux. Généralement je les redimensionne avec Photoshop, mais des fois ça m'arrive pour les pages internet de redimensionner avec ça pour réduire le poids. Nouveauté plus, ça permet de créer des templates directement avec un clic droit et de créer des dossiers facilement avec des sous-dossiers. Par exemple moi qui fais de la photo, quand je fais une sortie photo ou un mariage, peu importe, je crée un dossier pour un client et à l'intérieur de ce dossier j'ai des sous-dossiers avec le catalogue, les fichiers bruts, les fichiers JPEG pour l'impression, les fichiers pour le web, etc. Au lieu de créer à chaque fois ou de copier ce dossier, je peux l'inclure directement sur mon clic droit. Je vais ouvrir l'emplacement. Pensez bien que si vous faites une sauvegarde de PowerToy, ce dossier avec vos modèles ne sera pas sauvegardé, il faut le faire manuellement. Donc ici vous avez différents dossiers. Un exemple de dossier. Maintenant, moi, je vais créer un nouveau dossier. Je vais vous montrer. Je vais l'appeler 2025. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un autre dossier. Je vais l'appeler Rush. Je vais en créer un autre. Ça va être export. Et je vais créer un fichier document texte que je vais appeler description.
Donc maintenant, je vais me rendre dans l'explorateur de fichiers, je vais aller dans le bureau, je vais faire un clic droit, nouveauté plus, et là, on voit pas mon dossier. Petit aparté, sur ma machine virtuelle, on voit pas le dossier avec des numéros. Par contre, si je le renomme avec des lettres, ça fonctionne. Mais sur ma machine en production, le PC que j'utilise tous les jours, ça fonctionne bien avec des numéros. On reprend. C'est un bug de PowerToy, en fait, ça marche pas avec des dates. Si maintenant je veux le renommer, je mets test. Si je retourne dans l'explorateur, je fais clic droit, nouveauté, on peut bien voir mon dossier test. Si je clique dessus, il va me créer mon dossier test avec les sous-dossiers et le fichier texte qu'il y a dedans. Donc ça c'est bien, vous pouvez en créer autant que vous voulez et après vous les renommez ou vous les gardez de base comme vous souhaitez. Ça permet vraiment de gagner du temps si vous créez beaucoup de dossiers avec des sous-dossiers ou des fichiers, etc. selon des projets ou peu importe l'utilité que vous avez. On arrive sur l'aperçu. Moi, je m'en sers pas parce que j'utilise Quick Look et qui est beaucoup plus performant et optimisé pour Windows. Donc si je voudrais activer l'aperçu, par exemple, je me rends dans mes images, il faudrait que je clique sur CTRL espace pour l'ouvrir. Ou avec Quick Look, j'appuierai juste sur espace. Ensuite, l'aperçu de PowerToy est plus lourd, demande plus de ressources et il est beaucoup moins rapide que Quick Look. Par exemple, si là, j'ouvre avec Quick Look, vous voyez, c'est quasiment instantané. Si j'ouvre avec l'aperçu, il y a un petit temps de chargement perceptible. Donc là, après, vous avez différentes options. On va voir Power Rename, donc ça permet de renommer plusieurs fichiers, dossiers en une seule fois, donc c'est vachement pratique. Moi je vais l'activer, je vais me rendre dans un dossier que j'ai créé vite fait, et en fait je vais sélectionner tout ce texte. Je vais faire clic droit, renommer avec Power Rename. Donc ici on a le fichier, donc on va rechercher. On recherche test, donc on voit que l'origine c'est ça, et le renommé il donnera ça. Moi, je vais remplacer test par bonjour, par exemple. Du coup, je vais renommer tout ce qui est test copie en bonjour copie. Ici, vous pouvez choisir les extensions ou juste les noms, etc. Vous pouvez inclure exactement les fichiers, des dossiers, des sous-dossiers. Mise en forme, si vous voulez que des lettres majuscules, que des minuscules. Ça, c'est à vous de voir. Ou le taper comme c'est marqué. Moi, je vais laisser la mise en forme par défaut et fonctionnalité de chaîne aléatoire. Moi, je laisse toujours sur fonctionnalité d'énumération et je fais appliquer. Alors, on peut faire appliquer et fermer. Je vais faire appliquer. Hop. Et donc là, on peut voir que tous mes tests ont été renommés. Si je sélectionne tout ça, que je fais dans Power Rename, donc nous on va chercher bonjour, on va le remplacer par bonjour avec une majuscule. Et je fais appliquer, et là on peut voir. Si maintenant je devais changer l'extension de tous ces fichiers parce qu'ils sont pas bons ou parce que je veux les renommer avec une autre extension, on peut aussi le faire. On clique sur .txt, et ici on va mettre en extension, je vais vous montrer .png par exemple. Même si ça va pas fonctionner, c'est juste pour vous montrer. Je fais appliquer, et là on peut voir que tous ces fichiers sont devenus des fichiers PNG. Ici, vous avez quelques petits réglages, je vous laisserai voir par vous-même. Moi, j'utilise beaucoup pour renommer toutes mes photos si j'ai besoin. C'est un outil qui est pratique, ça évite de renommer une chose après l'autre. Ensuite, on va arriver dans la section avancée. Bon, je ne vais pas développer ça parce que je m'en sers pas et que j'ai pas les compétences assez approfondies pour vous en dire plus. Mais voilà, c'est des modules un peu plus avancés pour les lignes de commande, pour le variable d'environnement, etc., etc. Donc, si vous avez besoin de ces outils spécifiques, je pense que vous connaissez déjà PowerToy. Donc je vais rien vous apprendre, mais pour la plupart des gens, vous n'en aurez pas besoin. Alors, on passe en mode super productivité ou on reste coincé comme Windows 98? Petit tips, explore les outils un par un, comme un gamin dans un magasin de bonbons. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.